Comment allons-nous faire cette histoire de la philosophie? Bon, je vous le disais, une description détaillée et purement chronologique serait inutile et onéreuse, pénible, ça serait sans utilité. Vous pouvez trouver, si vous vous intéressez aux détails historiques et aux détails des doctrines, vous trouverez tous les livres nécessaires à la bibliothèque. Je crois que ce n'est pas utile que nous passions du temps pour cela. Le cours est nécessaire pour saisir précisément cette intuition, le point de départ fondamental de chaque philosophe, et de voir comment ces philosophes sont en rapport les uns aux autres. Car en fait, il faut bien comprendre que les philosophes n'apparaissent pas, ou les doctrines philosophiques n'apparaissent pas par hasard dans l'histoire. Chaque philosophe est un héritier de ceux qui les ont précédés. Et donc il y a une influence des doctrines les unes sur les autres. Et si on veut faire de l'histoire de la philosophie de manière intelligente, eh bien il faut mettre en évidence ces connexions entre les différentes doctrines philosophiques. Et par conséquent, en exposant cette histoire de la philosophie, eh bien sans le dire, nous avons déjà une certaine option, bien sûr. Car une histoire de la philosophie qui ne procéderait pas d'une philosophie serait une histoire purement descriptive et ne nous permettrait pas de comprendre profondément les philosophes et leur doctrine, leur influence réciproque. Et par conséquent, il est clair que le regard que nous portons sur ces philosophies est guidé par tout d'abord la philosophie d'Aristote et ensuite la philosophie de saint Thomas d'Aquin. C'est ainsi d'ailleurs que Aristote et saint Thomas eux-mêmes font l'histoire de la philosophie. Lorsque Aristote, au départ d'une question, commence à rapporter les différentes opinions, il explique comment ces opinions sont en rapport les unes avec les autres et pourquoi il pense que sa conclusion à lui prend chez ses prédécesseurs ce qui est intéressant pour rejeter ce qui est faux. Donc l'histoire de la philosophie que fait Aristote, c'est une histoire qui est orientée, bien sûr, qui est pensée, qui est philosophique. Eh bien, c'est ainsi que nous allons faire de l'histoire de la philosophie. Si quelqu'un dit, mais dans ces conditions, votre histoire de la philosophie est faussée, je lui dirais qu'il n'y a pas le choix. Que faire une histoire de la philosophie purement descriptive, sans référence à une philosophie, c'est déjà un choix philosophique. Donc je pense qu'il n'y a pas le choix. Quand on fait une histoire de la philosophie, il y a au départ une philosophie. Alors nous n'avons pas le choix, quitte après à vérifier si notre conception, si notre manière de voir a été juste. Au départ de la pensée philosophique, il y a tout d'abord des réflexions sur la vie humaine, plus ou moins liées et incluses dans la religion. C'est au sein de la religion, bien sûr, que commencent les premières réflexions philosophiques. Bon, c'est ce qu'a dit Maritain dans son introduction générale à la philosophie, au numéro 4. Il suffit de le lire. Il n'est pas étonnant que tous les peuples, au commencement de leur histoire, aient ignoré la spéculation philosophique. Il est plus remarquable que certaines civilisations l'aient ignorée également. Nous pensons ici aux peuples sémitiques et aux Égyptiens, qui sont à ce point de vue dans le même cas que les Sémites. En dépit de la haute culture scientifique dont leurs élites intellectuelles étaient capables, les Égyptiens et les Chaldéens n'ont eu, semble-t-il, en fait, de notions philosophiques que certaines connaissances très générales, impliquées par leur religion et concernant la divinité, l'âme humaine et la condition après la mort, et les préceptes moraux. Ces connaissances qu'on trouve d'ailleurs chez eux, comme chez tous les peuples, d'autant plus pures qu'on remonte dans l'histoire à des temps plus anciens, ils ne les ont jamais soumises au traitement et aux spéculations de la raison. Ils les recevaient seulement, comme leurs dogmes scientifiques eux-mêmes, d'une tradition sacrée.
La religion ici tient lieu donc de philosophie. Par elle, ces peuples possèdent des vérités philosophiques et ils n'ont pas de philosophie. Les Juifs sont à ce point de vue dans le même cas que les autres peuples sémitiques. Dédaigneux de la sagesse humaine et des œuvres de la pure raison, du reste mal doués pour elle, ils n'ont pas eu de philosophe, du moins jusqu'à Philon, qui vécut au temps du Christ. Mais ils ont eu les prophètes et la loi de Dieu. Autrement dit, la manière de voir les choses est totalement différente. Les grandes civilisations indo-européennes, au contraire, laissent toutes voir, sous des formes d'ailleurs très variées, un effort vers la spéculation rationnelle et proprement philosophique. Mais sauf en Grèce, et très particulièrement dans l'Inde, cet effort est partout resté impuissant à constituer une discipline scientifique autonome distincte de la religion, sauf en Grèce. Ici, ce n'est pas la tradition religieuse qui tient lieu de philosophie, c'est bien plutôt la philosophie, nous voulons dire la sagesse de l'homme, qui pénètre la religion et se confond avec elle. Le sage accomplit une fonction sacrée, il n'est pas chef d'une école philosophique, il est fondateur d'une secte religieuse ou même d'une religion. Donc dans les grandes civilisations indo-européennes, au contraire, nous allons avoir une philosophie qui sera plus ou moins liée à la religion. Si nous considérons les nations qui sont étrangères donc à la révélation, eh bien il n'y avait de ressources qu'en la sagesse fournie par la raison humaine. Sagesse qui, loin de se distinguer de la religion, entreprenait sur le domaine de celle-ci et prétendait mener les hommes à leur fin dernière. Et c'est ce qui s'est passé donc dans les civilisations de l'Inde, en particulier. Nous voyons aussi comment cette sagesse humaine a partout fait faillite et comment, avant même que la philosophie se soit constituée en sens autonome, la plupart des grandes erreurs philosophiques ont déjà été formulées. En particulier, toutes les religions manichéennes et les religions qui niaient le mouvement. Toutes ces religions orientales ou philosophies orientales. Cela nous intéresse moins. Que se passe-t-il en Grèce? C'est que la Grèce est le seul point du monde antique, où la sagesse de l'homme ait trouvé sa voie et où, par l'effet d'un heureux équilibre des forces de l'âme et d'un long travail pour acquérir la mesure et la discipline de l'esprit, la raison humaine soit parvenue à l'âge de sa force et de sa maturité. Aussi bien, le petit peuple grec apparaît-il à cause de cela parmi les grands empires de l'Orient comme un homme au milieu de géants enfants. Et peut-on dire de lui qu'il est à la raison et au verbe de l'homme ce que le peuple juif est à la révélation et à la parole de Dieu. Autrement dit, minoritaire et faible relativement, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue géographique, mais par contre, très supérieur du point de vue de la philosophie. C'est en Grèce seulement que la philosophie acquit une existence autonome en se distinguant explicitement de la religion. Nous avons, je l'ai à peine évoqué tout à l'heure, et je vous laisse le soin éventuellement de le voir dans les ouvrages que vous trouverez, que les religions orientales sont en fait des philosophies qui tendent à devenir religions, mais qui ne sont pas véritablement des philosophies précisément à cause de cela. Tandis qu'en Grèce, il y a une distinction explicite avec la religion. Les philosophes ne sont pas des prêtres, ne sont pas des religieux. Ainsi, du moins à l'époque la plus pure et la plus glorieuse de l'esprit hellénique, elle reconnaissait ses bornes et s'assignait un champ strictement limité, tandis que la religion grecque, déjà très dégradée, devenait de plus en plus incapable de satisfaire aux besoins de l'intelligence et se corrompait chaque jour davantage. Lorsque les Grecs voudront enfermer les choses divines dans les bornes de leur sagesse, et s'évanouiront dans leurs pensées, ils mériteront la condamnation portée par saint Paul contre la sagesse de ce monde. Mais la philosophie elle-même, née de leur esprit et pure de leur souillure, n'ayant pour objet que la vérité. Donc, c'est en Grèce, et c'est pourquoi nous appliquons à l'étude de la philosophie grecque, car il se trouve
que même s'il y a des éléments de philosophie dans d'autres pays, c'est en Grèce seulement qu'est née une philosophie autonome, distincte et même séparée de la religion. Dans tous les autres pays du monde, il y a bien des essais de philosophie, mais soit cette philosophie est contenue dans une religion, soit cette philosophie se veut religion, et donc ne se distingue pas de la religion. Et tel est le cas des religions orientales, qui sont en même temps des sagesses philosophiques. Tandis qu'en Grèce, au contraire, nous avons l'apparition d'une spéculation philosophique autonome. Et on constatera que toutes les questions touchées par les Grecs se retrouvent dans les thèses modernes et contemporaines. La première vraie philosophie se trouve en Grèce. Bon, je ne dis pas qu'elle est vraie à tout point de vue, mais c'est une première recherche. Et pourquoi alors en Grèce? Bon, évidemment, on peut essayer d'analyser les causes. Eh bien, la première cause, c'est la Providence. La Providence qui prépare une civilisation pour le christianisme. Plus prochainement, on peut noter des conditions économiques, politiques et culturelles. Du moins, c'est lié, c'est inséparable. Aux conditions économiques, politiques et culturelles qui favorisent le loisir pour la pensée. Loisir au sens noble du mot, bien sûr. C'est-à-dire que la Grèce connaissait une certaine prospérité économique. Or, lorsqu'il y a une certaine prospérité économique, eh bien, il y a des personnes qui peuvent se permettre d'abandonner le travail manuel pour se livrer à des spéculations. Conditions politiques également, une structure politique qui permet une certaine stabilité et donc des conditions propres à l'étude, et enfin les conditions culturelles. Et comme je vous le disais dans l'introduction, tout homme qui se livre à des spéculations est appelé philosophe. Et les sciences que nous distinguons aujourd'hui, à l'époque, ne se distinguent pas. On n'éprouve pas le besoin de distinguer ces sciences. Tous les hommes qui font de la spéculation, d'une manière générale, se livrent aussi bien à des réflexions sur les nombres, ou sur les quantités, sur les figures, ou sur la nature, diversement. On note que c'est chez les Grecs qu'on trouve les premières doctrines qu'on pourrait qualifier d'évolutionnistes, considérant donc évidemment dans des termes différents, dans des conceptions différentes, mais néanmoins ayant déjà une certaine conception d'une évolution de l'univers, comme Anaximandre, des doctrines matérialistes et déterministes, comme Démocrite, pour qui le monde se réduit à un assemblage d'atomes matériels. C'est en Grèce également qu'on trouve les premières doctrines qu'on pourrait qualifier de subjectivistes, avec par exemple les sophistes comme Protagoras, c'est-à-dire des hommes qui considèrent que chaque individu a sa propre connaissance des choses. Ceci dit, il ne s'agit pas, bien sûr, d'assimiler les philosophes de l'Antiquité avec les philosophes modernes. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, il ne s'agit pas d'assimiler l'évolutionnisme d'Anaximandre avec Teilhard de Chardin ou le subjectivisme de Protagoras avec des existentialistes contemporains. Ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, rien à voir. Bon, ce n'est pas la même chose. Mais on trouve déjà les traits fondamentaux. Et puis c'est chez les Grecs qu'on trouve les grands maîtres, comme Platon et Aristote, Socrate aussi. Et cette tradition grecque, bien qu'elle ne soit pas unanime, a quand même un fond commun. Une grande diversité, contradictions, bien sûr, les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, mais il y a quand même un fond commun, une unité générale. Et on pourrait caractériser cette unité générale, ce fond commun, par deux mots. Réalisme et intellectualisme. Réalisme et intellectualisme. C'est-à-dire que, d'instinct, ces philosophes entendent s'appliquer
à la connaissance des choses et entendent d'abord spontanément faire confiance à la connaissance. Même s'il y a des remises en cause, des discussions, des contestations, il y a quand même fondamentalement une attitude d'ouverture par rapport à la réalité. Il s'agit de connaître le monde. Le point de départ, c'est une connaissance de l'univers. Et puis, intellectualisme, au sens où l'on fait confiance à l'intelligence. Bon, là encore, il y aura des remises en cause, certainement, mais c'est d'abord une application de l'intelligence. On entend utiliser son intelligence, et non pas la rejeter. Alors, on pourrait dire que cette tradition philosophique grecque présente un intérêt historique, mais qu'elle est dénuée d'intérêt philosophique, étant donné qu'elle était fondée sur des sciences tout à fait primitives, sur des connaissances, sur des observations tout à fait primitives. Par exemple, on n'avait pas d'autre moyen à l'époque pour observer les planètes que de prendre un tube en carton et de regarder vers le ciel. Le télescope n'existait pas, évidemment. Bon. Alors, dans de telles conditions, on peut se demander ce que valent les réflexions de ces philosophes sur les astres. Bon. Et de même pour les observations de la nature. On peut penser que cette science antique est complètement dépassée. Alors, il faudrait tout de suite distinguer la philosophie elle-même et ses expressions ou ses illustrations. Il faudra distinguer la philosophie à proprement parler et puis les illustrations ou les expressions de cette philosophie. Bon, les deux sont mêlés concrètement, c'est sûr. Les deux sont mêlés concrètement. Mais ce sera un effort important de savoir distinguer la philosophie elle-même de ses illustrations et de ses expressions. Par exemple, eh bien, dans la physique d'Aristote, il faudrait distinguer les principes de la physique d'Aristote des exposés particuliers d'Aristote et de ses illustrations concernant, par exemple, les astres, j'en parlais tout à l'heure, pour Aristote, les astres, les planètes sont placées sur des sphères qui sont en mouvement autour de la Terre. Et de même, pas seulement Aristote, mais les philosophes antiques, l'ensemble des philosophes antiques considéraient que les choses matérielles étaient constituées de 4 éléments fondamentaux. Nous en parlerons plus tard. Alors on peut dire que toutes ces explications, toutes ces manières de voir sont complètement dépassées par la science actuelle, sans doute. Mais ce n'est pas cela qui est l'essentiel de la philosophie d'Aristote. Et ce que je dis d'Aristote vaut pour tous les autres. Donc sachons bien, même si les expressions concrètement sont liées, tout est mélangé, bien sûr, il faut faire œuvre de distinction et ne pas rejeter cette tradition philosophique sous prétexte qu'elle était liée à un état des sciences et de l'observation qui était primitif. C'est autre chose. Donc, nous maintenons que cette philosophie présente un intérêt. Du point de vue des périodes mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Bon, alors je dis, leurs observations étaient liées à des moyens de l'époque, donc elles ne sont pas en soi, la science aristotélicienne, le fait de considérer que les planètes sont sur des sphères fixes qui tournent autour de la Terre, le fait que les choses matérielles sont composées de 4 éléments fondamentaux, le feu, la terre, l'eau, l'air, bon, tout cela est dépassé. C'est vrai, donc ça ne nous intéresse pas, mis à part le côté historique. Et on pourrait dire donc la philosophie ne nous intéresse pas. Mais il faut distinguer cet aspect pseudo-scientifique, ou scientifique de l'époque, qu'on peut considérer peut-être comme dépassé, et puis la philosophie elle-même, qui s'exprime à l'aide de ces explications, à l'aide de ces exemples, mais qui est d'un autre ordre. Bon, pour dire les choses plus concrètement, Aristote
considère que toute chose matérielle est composée de matière et de forme. Bon. Eh bien, la matière et la forme, la démonstration, plutôt la découverte de la matière et de la forme, n'est pas fondée sur des observations matérielles susceptibles de changer avec l'évolution des sciences. Voilà. Alors, les sphères fixes avec les astres, peu importe. Dans les œuvres d'Aristote, il faut savoir distinguer ce qui est philosophie et ce qu'aujourd'hui nous appellerions science, mais qui à l'époque d'Aristote s'appelait philosophie. Il faut savoir le distinguer. Bon. Et ce que je dis pour Aristote, ça vaut pour le reste. Il y a des choses qui sont liées aux sciences de l'époque, qui sont liées même au mode de vie de l'époque, et puis des choses qui sont fondamentales. Et c'est ces choses fondamentales qui nous intéressent. Voyez. Donc ça vaut le coup de s'y appliquer, ne pas croire que cette histoire c'est complètement dépassé, ça ne nous intéresse pas, nous sommes au XXe siècle. Dans ce qui est de l'Antiquité, c'est intéressant du point de vue historique, mais ça ne présente aucun intérêt aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que les grands principes sont là. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les opinions qui ont cours aujourd'hui avaient déjà cours à l'époque, dans des expressions qui sont différentes, sans doute, hein, mais les modes de pensée sont déjà là, parce que c'est la même nature humaine, en fait, et c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre toujours. Alors, pour bien saisir cette histoire de la philosophie grecque, pour bien comprendre sa structure, il faut, je pense qu'on peut discuter, mais je pense qu'on peut la diviser en 4 groupes, 4 périodes. Bon, ce sont des termes qui sont classiques, vous les trouverez dans les ouvrages. Ça vous aidera, parce que quand même, comme c'est de l'histoire, on est bien obligé de poser des cadres pour donner un certain classement, pour ne pas se perdre. Il y a ce qu'on appelle d'abord les présocratiques. Les présocratiques. Il y a ensuite ce qu'on pourrait appeler, il n'y a pas de nom précis pour cela, les moralistes et sceptiques. Je l'ai mis en latin, excusez-moi. Socratique, bon. Dans un même groupe, on range les stoïciens, les épicuriens et les sceptiques. Bon, ce sont des doctrines assez disparates, mais qui sont contemporaines les unes des autres et qui correspondent à une certaine décadence. Et puis enfin, le néoplatonisme. Le néoplatonisme, qui est après l'ère chrétienne, c'est après l'ère chrétienne. Pardon, c'est à l'ère chrétienne, je veux dire après la naissance du Christ. C'est la fin de l'Antiquité, oui. Et les socratiques, les stoïciens, les épicuriens, sceptiques, c'est entre 400 et 100. Oui, alors disons, les notes de date ne sont pas très précises, ça dépend des personnes qu'on considère. On peut dire que les stoïciens recouvrent le 1er siècle avant Jésus-Christ, le début de notre ère aussi. Les socratiques, en fait, essentiellement les socratiques, au IVe siècle jusqu'à l'ère chrétienne. Mais les grands socratiques sont tous contemporains. Le dernier, Aristote, est mort en 322. Mort en 322. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Bon, on verra les dates au fur et à mesure. Alors, la réflexion philosophique, on peut la dater, le commencement peut être daté du 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que c'est assez ancien. 7e siècle avant Jésus-Christ. Les présocratiques.
premier début de la réflexion philosophique. Alors, quel est le point de départ? Et le point de départ, c'est de commencer par le monde sensible. La démarche naturelle de l'esprit humain, c'est d'observer d'abord les choses sensibles. C'est une démarche naturelle, ce n'est pas propre à la philosophie grecque. Les choses les plus faciles à connaître, les plus proches de nous, sont les choses sensibles. Donc on commence par réfléchir sur les choses sensibles. Et c'est pourquoi les premiers philosophes sont appelés des physiciens. On les appelle des physiciens. Pourquoi physiciens? Physis, la nature. Ils regardent la nature. Et la première chose qu'on voit, eh bien, ce sont deux aspects qui sont fondamentaux dans les choses sensibles. Deux aspects qui sont fondamentaux dans les choses sensibles. C'est d'une part que les choses changent, et d'autre part qu'elles demeurent. Il y a deux aspects qu'on ne peut pas ne pas voir, pour autant qu'on regarde les choses, deux aspects qui frappent immédiatement, c'est que les choses changent, les choses sont en mouvement continuel, mais d'autre part, il y a quand même dans l'univers une certaine permanence. Les choses demeurent un certain temps avant de mourir, et même selon la manière dont elles naissent et dont elles meurent, il y a des constantes. Donc il y a dans l'univers sensible à la fois cet aspect de changement et cet aspect de permanence. C'est une constatation fondamentale sur laquelle va se fonder toute réflexion philosophique. Le changement et la permanence des choses. Tout ce que nous voyons autour de nous, nous sommes appelés à faire la même démarche, dans tout ce que nous voyons autour de nous, il y a toujours ces deux aspects. Les choses changent, mais d'un autre côté, elles restent les mêmes. Alors, certains philosophes seront frappés par le premier aspect, ils s'intéresseront surtout au fait que les choses changent, tandis que d'autres, au contraire, s'intéresseront davantage au fait que les choses demeurent, qu'elles restent comme elles sont. Alors, ces philosophes qu'on appelle présocratiques peuvent être divisés en plusieurs groupes selon l'aspect des choses qu'ils ont considéré. Et les tout premiers, donc c'est une division qui est logique, mais qui est en même temps quelque peu chronologique, car tout d'abord on part de ce qui est plus visible pour aboutir à ce qui est moins visible. Or, qu'est-ce qui est plus visible d'abord? Est-ce que c'est le changement ou est-ce que c'est la permanence des choses? Qu'est-ce qu'on voit d'abord? Évidemment, le changement, bien sûr. Donc la première chose que les philosophes vont voir, c'est que les choses changent. Et ce groupe de philosophes s'appelle les Ioniens. Pour la bonne raison, pour le fait qu'ils habitaient, pour la plupart, dans les cités grecques d'Ionie. Ionie, c'est-à-dire en fait la région qui actuellement est du côté de la Turquie, et qui est disputée même entre la Grèce et la Turquie. Bon. À cette époque, notons, ce n'est pas indépendant, donc il faut le savoir aussi, c'est assez lié. À cette époque, la Grèce est constituée de cités indépendantes. La Grèce, en fait, n'est pas une nation à l'époque, un pays. Je m'excuse, je rappelle peut-être des trivialités, mais je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'histoire grecque. Donc ce n'est pas forcément inutile. Bon, à cette époque-là, la Grèce est constituée de principes, non pas de principautés, il n'y a pas de prince, mais de cités indépendantes. Voilà, donc il y a un certain accord entre ces cités, ce sont des cités indépendantes, qui sont gouvernées soit par des tyrans, soit par des démocraties. Par des tyrans, c'est-à-dire par des souverains au pouvoir absolu. Tyran ne veut pas, dans le vocabulaire grec ancien, tyran n'a pas la connotation péjorative que nous avons aujourd'hui. Tyran, ça ne veut pas dire assassin ou autre. Tyran, ça veut dire monarque, tout simplement. Et des démocraties, d'autres cités sont plutôt démocratiques. Bon. Alors, quels sont ces Ioniens? Il y a Thalès de Milet, mort en 550. Bon, si vous vous intéressez à l'histoire grecque, vous trouverez à la bibliothèque des ouvrages élémentaires sur cette question. Anaximandre, mort en 546, et Anaximène.
mort en 524. Donc, vous savez, dans les textes, dans les études en général, pour signifier la date de la mort, on met une croix. Bon, bien que ce ne sont pas des chrétiens, bien sûr. Ça fait rien que tout le monde comprend. Alors, pour ces philosophes, je ne détaille pas, qu'est-ce qu'ils constatent? Bien, si ces philosophes partent de ce point de vue, ils voient le changement du monde. Et qu'est-ce qu'on constate dans ce monde? Bien, les choses changent et deviennent constamment les unes les autres. Bon, vous voyez bien que la terre passe dans les plantes qui sont consommées par les animaux, et les animaux eux-mêmes sont consommés par d'autres animaux, et puis les animaux meurent, ils retournent à la terre, tout cela est arrosé par l'eau, donc en fait tout se mélange. Tout se mélange. Alors tout devient tout, toutes les choses passent les unes dans les autres, et donc il doit y avoir, d'après eux, ils ont cette intuition, bien sûr ce n'est pas une démonstration rigoureuse, c'est une intuition, point de départ. Il doit y avoir un principe ou un élément commun qui est unique sous diverses formes. Il doit y avoir quelque chose qui prend diverses formes, diverses configurations pour constituer les différents êtres de l'univers. Le fait que les choses se changent les unes dans les autres, c'est le règne de la nature. Vous observez la nature quand on vit, non pas dans une ville, à la campagne. C'est tout à fait évident de cela, que les choses se changent les unes dans les autres. Elles naissent, elles meurent, et elles renaissent, et elles meurent, et elles naissent les unes à partir des autres. Bon. Alors, de cette observation, on induit qu'il doit y avoir une sorte de réalité première qui se trouve en toute chose et qui prend diverses formes. Alors, selon les philosophes, cette chose commune, eh bien, est considérée différemment et on lui donne, disons, il y a diverses opinions à ce sujet. Alors, pour Thalès, c'est l'eau. Réfléchissez un peu, c'est pas idiot. Vous voyez bien que toutes les choses vivantes contiennent de l'eau. Et quand on creuse, souvent on trouve de l'eau. L'eau tombe du ciel, donc on trouve de l'eau partout. Donc de là l'idée que tout est composé par de l'eau. Et c'est l'eau qui revêt certaines figures. Là aussi, on voit que tous les vivants respirent. Ce sont des intuitions premières qui n'entendent pas être démontrées, qui sont simplement les premières expressions du bon sens. Thalès, s'inspirant des anciens mythes qui faisaient provenir toute chose des eaux primordiales, et remarquant au surplus que les plantes et les animaux se nourrissent d'humidité, et que les germes vivants sont humides, déclara que l'eau est la substance unique, demeurant la même sous toutes les transformations des corps. Pour Anaximène, c'est l'air. Pour Anaximandre, c'est l'indéterminé, apeiron. Eau, air, pour infini, et puis pour Héraclite, dont je vais parler tout à l'heure, parce qu'il a une doctrine plus riche, le feu. Mais eau, air, feu, infini sont d'ailleurs tenus pour quelque chose d'actif, de vivant, d'animé, qu'une force intérieure rend capable d'une fécondité multiforme et sans limite. Tout est plein de Dieu, disait Thalès. Panta plenephéon. Panta plenephéon, tout est plein de Dieu, pour dire qu'il y a de la vie partout. Il y a de la vie partout et on ne voit pas exactement quelle est la source de cette vie, c'est qu'ils ce sont des dieux. Tout est plein de dieux. Par cette toute primitive école dionique, qu'on appelle encore ilozoïste parce qu'elle attribue la vie, zoé, à la matière, ulé, nous voyons qu'on doit tenir, pour ce qu'il y a de plus rudimentaire en philosophie, des doctrines telles que ce monisme matérialiste. Bon. Alors, effectivement, on peut voir une certaine analogie avec l'évolutionnisme, il ne faudrait quand même pas pousser les choses. Bon. Alors, parmi ces ioniens, il y en a un qui est plus important, et donc il faut vraiment retenir. Les autres, bien, pour l'instant, si vous en entendez parler, vous les retiendrez peut-être, mais enfin, ce n'est pas très important. Par contre, il y en a un qu'il faut absolument retenir, c'est Héraclite, qui est bien connu. Héraclite, qui est mort en 475. Alors là, c'est un peu plus tard, vous voyez, c'est un peu plus tard. C'était l'époque des guerres médiques. Bon, je ne sais pas, certains philosophes qui
sont très attirés par les rapports entre les doctrines et les circonstances historiques, essayent de voir un rapport entre le fait que Héraclite est le philosophe du mouvement et le fait qu'à son époque, la Grèce a connu un certain bouleversement à cause des guerres médiques. Bon, je ne sais pas si les circonstances politiques influencent la philosophie, enfin, toujours est-il que, effectivement, bon, c'était un temps où il y avait certains événements politiques. Alors, l'intuition fondamentale d'Héraclite, c'est le changement. Ça, c'est ce qu'il faut. Le changement. Vous voyez que nihil novis sub soleil, puisqu'on ira toujours aujourd'hui, nous sommes dans un monde en mutation. Alors, donc, Héraclite a vu que nous étions dans un monde en mutation. Bien. Et donc, pour lui, il n'y a que le devenir. Il n'y a que le devenir. Donc, tout devient et rien ne demeure. Ça, c'est son intuition exclusive. Il n'y a que du changement. Il n'y a que du changement. Tout s'écoule et rien ne demeure. Il y a quelques phrases célèbres d'Héraclite. Tout s'écoule et rien ne demeure. Ou encore, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Oui, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Non. Tout devient tout. Tout devient tout. Alors, si tout devient tout, il y a des luttes. Et par conséquent, la guerre est le père de toutes choses. Bon, ça ne va pas en français, il faudra dire la mère de toutes choses. Le problème, c'est que la guerre est masculin en grec. Alors, opolemos pater panton. Traduirez comme vous voudrez. Soit en grec, soit littéralement, vous direz la guerre est le père de toutes choses. Vous pouvez dire la guerre est la mère de toutes choses. Opolemos pater panton. Bien. Alors, voici ce qu'écrit Maritain. Bon, je cite souvent l'introduction générale à la philosophie de Maritain, et pourtant je ne le recommande pas tellement, parce que, bon, du point de vue des notes historiques, c'est pas mal, mais alors quand il expose la philosophie en tant que telle, vraiment il est tributaire d'une certaine scolastique qui, à mon avis, ne donne pas les choses telles qu'elles sont. Et puis du point de vue historique, je le trouve beaucoup trop radical, parce qu'il s'exprime comme si Aristote et saint Thomas avaient tout découvert et que tous les autres étaient des minables. C'est pas vrai. Aristote ne pensait pas cela. Aristote se considère comme un héritier de ses prédécesseurs. Donc c'est une manière de voir la philosophie qui est un peu trop dogmatique. Héraclite d'Éphèse. Donc il habite à Éphèse, donc en Ionie, donc sur l'Asie mineure. Génie altier et solitaire, contenteur de la multitude et de la religion vulgaire, porte héroïquement jusqu'à ses premiers principes la pensée des philosophes de l'Ionie. Et par là même, il fixe une fois pour toutes l'un des termes extrêmes de l'effort spéculatif. Et Maritain dit de l'erreur. Oui, enfin, c'est pas complètement faux tout de même. Une certaine réalité perçue dans les choses la saisit avec tant de force qu'il en devient captif pour toujours. Cette réalité, c'est le changement ou le devenir. Il n'y a sous le changement aucun sujet stable et permanent, identique à lui-même. Dès lors, il faut avoir le courage d'affirmer que ce qui est, en même temps, n'est pas. L'eau de mer est la plus pure et la plus souillée. Le bien et le mal sont une même chose. Donc devenir pur. Parmi les textes que je propose comme exposé, il y a un texte d'Héraclite. Bon, donc si quelqu'un est invité à choisir cela, il fera un exposé un de ces jours. Voilà la doctrine d'Héraclite. Héraclite aura un héritier en la personne du philosophe Cratyle. Cratyle, qui vivra plus tard, à l'époque des sceptiques, pardon, non pas des sceptiques, des sophistes, est connu par le fait qu'il disait que l'homme ne pouvait rien. Étant donné que tout change, on ne peut rien dire. À partir du moment où vous affirmez quelque chose, ça commence déjà à être faux. On ne peut rien dire, alors il estimait que l'homme ne pouvait rien dire, il pouvait tout au plus se contenter de remuer le doigt. Bon.
Alors, Cratyle est manifestement un héritier d'Héraclite. Héritier plus lointain, eh bien, ce sont les philosophies du devenir, les philosophies de l'histoire. L'évolutionnisme panthéiste, comme par exemple Hegel. Le grand philosophe de l'histoire, c'est Hegel, qui est une histoire idéaliste et évolutionniste. Bon, plus généralement, donc tous les philosophes et tous les penseurs qui s'attachent à l'évolution et au changement. Donc vous voyez, l'idéologie, si j'ose dire, ou l'idée plus exactement évolutionniste, commence déjà dans la Grèce antique avec Héraclite. Alors, quel est le défaut d'Héraclite? Eh bien, c'est de ne voir qu'un seul aspect. Il ne voit qu'un seul aspect des choses. Ce qu'il voit, il est vrai, il a raison de dire que les choses changent, mais il ne voit que cela. Et c'est là son erreur. C'est d'avoir une vision exclusive, de ne voir que le devenir, de ne voir en fait que l'aspect matériel, l'aspect sensible, immédiatement sensible. Du point de vue du sensible, de ce que nous voyons, il n'y a que du changement, ça c'est vrai. Et il ne dépasse pas l'aspect sensible. On dira qu'il ne dépasse pas l'aspect matériel. Et c'est Héraclite, on peut dire, qui est un des points majeurs, des ancrages majeurs de la philosophie. Il a découvert, il a exprimé un des aspects fondamentaux de la réalité. Son tort est de n'avoir vu que cet aspect, mais il l'a vu. Donc il a importé, je n'aime pas qu'on dise c'est l'erreur. Oui, c'est vrai que c'est l'erreur, mais c'est un des éléments de la vérité aussi. Donc c'est avec cela qu'on construit la philosophie. Donc première constatation, le mouvement. Par opposition, du moins par différence, d'avec les Ioniens, il y a un autre groupe, les pythagoriciens. Les pythagoriciens qui sont appelés tels parce que ce sont les disciples de Pythagore. Pythagore qui est mort, lui, en 500. Donc c'est avant, à peu près, avant Héraclite, vous voyez. Alors, Pythagore, lui, regarde un autre aspect dans les choses. Quelle est l'intuition? Bon, Pythagore, dont vous avez peut-être entendu parler en mathématiques, je ne sais pas. Vous voyez donc, c'est à la fois un philosophe et un mathématicien. Eh bien, ce qui frappe Pythagore, ce n'est pas le changement des choses. C'est le fait que les changements dans les choses sont ordonnés. Les changements sont ordonnés. Il y a un ordre dans le monde. Il y a ordre, proportion et harmonie dans le monde. Il y a ordre, proportion et harmonie dans le monde. C'est un autre aspect de la réalité. Un autre aspect de la réalité. Et là encore, la faute de Pythagore, c'est de ne voir que cela. Eh bien oui, si vous regardez les plantes, les animaux, et je dirais même les constructions, eh bien vous vous apercevez qu'il y a un certain ordre, il y a des lois, il y a une certaine proportion quantitative. Et il a été frappé par cet aspect de proportion, d'harmonie, et principalement dans la musique. Vous savez, je pense comment se produisent les différents sons. Les différents sons se produisent à partir d'une corde, selon la longueur de la corde. Si vous avez un son avec une telle longueur, si vous coupez la corde en deux, vous passez à un autre niveau. Si vous la coupez en quatre, à un autre niveau. Donc, il constate que les différences qualitatives, les aigus et les graves, correspondent à des différences quantitatives. Ça, c'est sa grande découverte. Les différences qualitatives correspondent à des différences quantitatives. D'où son idée que fondamentalement, il n'y a que des quantités.